J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Nous allons voir des merveilles et des horreurs en même temps. Et j'ai décidé de commencer de cette façon-là. Voilà. Quand j'ai parlé de clichés, on m'a dit quelquefois qu'est-ce que c'est les clichés. Bon, voilà. Le nu romantique et délicat de Cabanel, la Vénus, la femme parfaite, tendre, inspirée, la pomme d'or. Le rêve, la réflexion, le mythe. Oedipe, face à ses responsabilités, dois-je répondre à cette devinette carambar? Est-ce que je dois être autre chose que moi-même? Et en même temps, c'est le moyen de découvrir qui je suis. Et quand j'ai tapé certains clichés, justement, un par un, des banques de données sont arrivées assez vite. On dirait de la communication institutionnelle. Voilà. Le clown, on va voir de ça aujourd'hui et on va voir comment les expressionnistes allemands renversent complètement cet ensemble de clichés. Le vagabond, le méchant, voilà, on voit tout de suite que c'est quand même pas très clair ces histoires. Le savant fou, on en aura pour notre argent avec le médecin un peu intrigant. Attention, ça va être de pire en pire. Le loup, la nature, le sauvage. Les paysages avec chevaux et le 1, 2, 3 RF, ce sont des banques de données. On peut taper ce qu'on cherche et on a tout de suite une donnée cliché type qui nous est livrée. Voilà, le cheval en liberté, le symbole du sauvage, puisqu'on sort du symbolisme avec les expressionnistes allemands, on va revisiter le symbole en le retournant, en faisant une espèce d'image ironique. Voilà. La vieille maison dans son paysage, la famille, voilà, le cliché qui va toujours bien. Ah, le service impeccable, avec un client tout à fait satisfait. Vous voyez, quand on cherche serveur offrant un pot de café à l'homme d'affaires dans l'hôtel, on a exactement tout ce qui nous sert de symbole. Il a l'air de regarder un peu trop gentiment quand même, c'est bizarre. La femme et son chat sur le plancher de la maison. La femme à l'enfant, c'est tout à fait merveilleux. Alors celui-là est très beau. J'ai tapé patron montrant un bon travail pour féliciter son employé de bureau. Il n'y a pas mieux. Vous notez que le petit décalage actuel fait que le patron, maintenant, c'est une femme qui est capable d'être non seulement une main de fer, mais un sourire de velours pour aider son employé un peu perdu. Voilà, la danse, la danseuse. On va voir que avec Marie Wigman, la danse se fera au sol directement et plutôt qu'avec des percussions. Voilà, le couple, le rêve. Quoi de plus idéal que tout ça? Eh ben, c'est ce que vont s'amuser à retourner de A à Z les expressionnistes, en fait, allemands. Et c'est en ça qu'on va faire une vraie différence avec cette esthétique de l'effet qui intéressait les fauves. Je remonte un petit peu en arrière, je fais ça souvent pour voir d'où arrivent les choses. On pourrait faire une histoire qui nous amènerait jusqu'à l'expressionnisme allemand, une histoire de la gravure sur bois. Vous vous rappelez sans doute, creuser un support en bois pour faire un multiple. On est avec un billet de banque ici asiatique de 1287. Vous vous rappelez peut-être de ce bois prota de 1470, la plus ancienne gravure. Vous vous rappelez sans doute que Dürer ne fait pas que graver sur cuivre au burin, il fait aussi des merveilleuses gravures qui va permettre de multiplier les exemplaires, de faire circuler les images, mais aussi de faire circuler les images types. Voilà, le chevalier qui domine la mort avec sa faux. Voilà, les clichés circulent aussi par la circulation des images. Le diable, la menace, le sauvetage, l'homme providentiel, tous ces clichés arrivent de cette façon-là. Avec Gustave Doré, j'ai fait une petite recherche de gravure sur bois. Vous avez vu que la multiplication des images se retrouvait. Et je n'avais pas précisé que c'est Héliodore Pise Doré, c'est-à-dire Doré dessine, et c'est un graveur spécialiste qui va faire ces merveilles de nuances de gris. Nuances de gris qui inspireront, vous vous en souvenez depuis hier, Munch avec ses effets de strates de bois conservées. Gauguin qui va s'intéresser à cette façon de faire pratique, transportable, gravure sur bois, pour faire un livre entier, plusieurs plaques qui lui permettent de multiplier les couleurs, mais laissant apparaître l'outil et l'énervement de l'outil qui devient une espèce de rythme graphique, avec toujours le service d'une imagerie en fait, qui copie ces petites images qui circulent. Voilà, chez Munch qu'on a vu hier, il y a cette gravure sur bois avec ce cadre qui crée une espèce de différence avec l'image dans un premier temps, parce que ça a l'air un peu obscur et tendancieux, mais c'est aussi intéressant que ce soit une image de femme, une madone,
dit le titre, vénéneuse, on l'a dit hier, mais qui soit l'image qu'on s'attend à avoir quand on parle de Madone. Et puis, autre inspiration des expressionnistes allemands, Vallotton, dont j'ai parlé, voilà, la nuit, aussi c'est le cliché absolu, peindre la nuit, le 19e l'a développé énormément avec les éclairages de ville, mais avec cet intérêt pour le rêve, pour cet autre ailleurs qui est tout proche de nous. Et un petit monsieur qui s'est intéressé au rêve et à l'ailleurs, dans les deux sens du terme, l'ailleurs comme référence autre, et puis l'ailleurs qui est en nous, c'est-à-dire l'inconscient qu'on découvre par ce premier livre en 1899, l'analyse des rêves. Voilà, cette analyse des rêves nous permet de comprendre qu'avec des mécanismes, je disais, mythologiques, donc avec des références finalement assez anciennes, bourgeoises, papa, maman, tout ça se retrouvera dans le théâtre qu'on va voir tout de suite, mais cette idée de se référer à une culture classique pour lire le psychisme intérieur, c'est aussi une façon d'utiliser des clichés dans le bon sens du terme, qu'on va retrouver au théâtre dans ces mêmes périodes-là, 1905, avec Strindberg, qui va, avec Mademoiselle Julie, peut-être votre récréation du jour, une photo de 1906 quand c'est joué juste après au théâtre, un acte, la dame, pour faire court, un seul acte sans changement de décor, une sorte de naturel simple, mais aussi déjà métaphorique, la dame amoureuse du serviteur qui est amoureux aussi, enfin, vous n'avez qu'à le regarder. Bien ambigu ce qu'il faut. Strindberg est aussi un merveilleux peintre, l'occasion de le découvrir, une fascination des expressionnistes allemands pour Hodler, dont on voit ici une peinture que j'ai montrée hier. Je parlais de ce nuage presque curieux, mais c'est aussi la figure du travailleur qu'on avait vu reprise souvent dans ces périodes-là. Les premières gravures expressionnistes seront sur bois, justement, elles vont reprendre ce système assez simple d'utilisation. C'est très facile à faire, ça va très vite. Il n'y a pas de repentir, on ne peut pas recoller, s'arrêter, on en refait une autre. Comme si vous creusiez une pomme de terre, voilà, on ne peut pas recoller. C'est comme ça, cette brutalité, cette simplicité-là, cette absence de sophistication va intéresser. On ne fait pas dans le raffiné, on prend les choses telles qu'elles viennent. On met ici Schoenberg, qui avant d'être en même temps qu'être un musicien remarquable de cette période-là, 1912, est aussi un peintre intéressant. Il fait des images assez puissantes. Et ce Schoenberg va s'intéresser à Pierrot, lunaire. Écoutez-le, c'est beaucoup moins mélodique qu'on ne pourrait imaginer au début. Ça invente une nouvelle forme de musique autour d'une figure très très convenue. Pierrot lunaire, on ne peut pas imaginer plus tarte, on va dire ça, que ça. Et puis le dernier de notre contexte qui vient après l'expressionnisme allemand, on sera en 1905, 1903, 1907. Là, c'est 1915, Kafka. Mais ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer un petit clin d'œil à la remarque d'hier. Ce Kafka qui écrit La Métamorphose. Et il se trouve que la Métamorphose, roman très concret, il ne faut vraiment pas y voir autre chose, c'est très très concret, c'est toujours très précis. Et ça raconte l'histoire d'un homme. On a parlé de Wadji Mouad, qu'il faut absolument suivre en ce moment sur les réseaux, qui fait des choses merveilleuses. Qui se réveille un matin, métamorphosé en un horrible insecte. Et la première question qui va se poser, c'est comment je vais faire pour aller au travail. Son horreur ne vient pas de « Ah mon Dieu », il ne s'étonne presque pas, à la limite. Il est simplement embêté parce qu'il se dit « Mais comment je vais faire pour bouger mes pattes ?» Il va essayer de se lever, de se mettre sur... Mais il ne va nécessairement pas y arriver. Et petit à petit, il va être reclus dans sa chambre. Et au fur et à mesure que le roman avance, on réalise comment sa famille va être de moins en moins capable de gérer la présence de cette métamorphose du fils, qui pourtant pourvoyait à ses besoins, puisque c'était lui qui travaillait et qui gagnait de l'argent pour faire vivre sa famille. Je pense qu'on... Voilà, merci pour la famille, on compte sur elle, et puis c'est elle qui vous fait n'importe quoi. J'en profite pour un petit clin d'œil de découverte. Si vous ne connaissez pas Alfred Kubin, qui va en 1925 écrire un de ses textes, des nouvelles merveilleuses qu'on trouve facilement, et faire des illustrations de ce type-là. Il faut penser à Topor, qui arrivera bien plus tard. Voilà pour le contexte. Jouer avec des clichés et les revisiter. Nous allons regarder les Allemands qui sont à Dresde et qui vont créer Die Brücke, le pont,
Kirchner, Eckel, Otto Müller, Schmidt-Rottluff, Max Petschein, et Kuno Amiet qui est suisse et Nolde qui est allemand. Un petit détour par Kokoschka parce que c'est tellement brutal qu'il faut absolument que vous voyez ça. Et puis une conclusion sur les concurrents, entre guillemets, du Cavalier Bleu qui sont, je crois, moins intéressants sur cette façon de renverser les clichés, quoique. Kirchner, gravure, pas de sophistication, du brutal, le plus simple possible. Je dirais même pas de dessin préalable. On y va directement sur la plaque et on creuse. On simplifie les couleurs, on simplifie les masses, on simplifie les couleurs dans la façon de peindre. Une fille avec un parasol japonais, mais on est quand même dans, là aussi, un mélange. Vous voyez les formes qui sont derrière. Un nu penché, est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est une fenêtre qu'on voit? On n'est plus du tout dans la vraisemblance de la représentation. On n'est plus du tout devant quelque chose qu'on aurait devant nous et qui aurait été exagéré. La perspective du parasol est de travers, elle vient devant, elle est tout à fait gênante. Plus aucune cohérence comme chez les fauves pour la valeur de la couleur, c'est-à-dire ce qui est clair ou ce qui est foncé ne représente pas. Si la lumière vient de droite, clair ici, ici ben, il y a du clair aussi, et du clair sur le haut de la hanche. Pas forcément de cohérence. Par contre, une grande force de la couleur, une grande simplification de la couleur. Et si je vais vous montrer à chaque fois les gravures sur bois, c'est que la gravure est presque l'apprentissage du dessin avant la peinture. Et dans la logique de Van Gogh, une façon de dessiner le contour avec de la couleur. Une couleur interrompue, du bleu qui devient du rouge, il y a un jaune en dessous, qui est mal alimenté le pinceau, et on a frottouillé, mis presque pas de couleur, et puis elle est revenue ici. Des jeux avec des rythmes de hachures, de masse rouge, avec un petit sigle dedans qui donne une perspective, un motif qui est presque pas achevé. On a l'impression, et c'est pas tout à fait faux, que c'est fait vite. C'est fait vite parce qu'il faut que ça ait un impact très puissant sur le spectateur, très facile à voir. Avec des jeux d'ambiguïté, cette jeune fille est nue, mais elle est derrière un rideau. Donc on ne sait plus très bien ce que le rideau contient. Est-ce que c'est une figure réelle ici de Kirchner, 1910, pardon. Est-ce que c'est une figure ici? Est-ce que c'est une vraie nature morte avec des objets posés? Les jeunes filles ont l'air pas bien vieilles en plus. Et une sorte de gêne, mais de jeu avec l'histoire du nu, en fait. Et on a l'occasion de repenser à ce que ce rapport à la nudité chez les Allemands est bien différente des Français. Le naturisme, c'est pas une chose légère, c'est quelque chose de très être nu dans la nature, et pour nous en France tout à fait curieux, sauf si vous avez une culture naturiste, mais je l'ai vu au Danemark, en Suède, en Norvège, en Allemagne, c'est assez banal et tout le monde le fait bien volontiers. On a quelque chose qui est, voilà, les nus chez Kirchner sont dans la nature, ils sont en train de jouer sous un arbre. Donc on a à la fois une complète bascule, on est dans la même optique que Manet, presque le nu est en train de déjeuner, mais il n'est pas en train de poser, il a quitté son attitude de référence à l'histoire de l'art, c'est passé, ça, il est en train de jouer, il rigole, il fait autre chose. Et chez Kirchner, ce qui est intéressant, ce que je voulais signaler pour faire la différence avec Matisse et Braque, c'est que chez Kirchner, il n'y a pas l'inspiration doit couler librement, et elle doit venir de la pression émotionnelle de l'artiste, pression, c'est-à-dire il n'y a pas de contrôle, tout doit sortir directement. Mais je voudrais, c'est pour ça que j'ai commencé avec cette idée de cliché, de montrer qu'il ne s'agit pas seulement, comme chez Van Gogh, d'avoir un artiste qui sortirait toute son énergie, tout son drame, tout son malheur. Il y a ça, bien sûr. Et il y a la force de mal dessiner, de s'en moquer, de la puissance de la couleur, de sa matière, ce que nous ont montré Gauguin puis les Fauves, la couleur comme une matière. D'un seul coup, c'est plus du jaune avec des nuances, c'est une masse de jaune. Mais enfin, voilà, il y a de la brutalité, c'est plus sanglant que chez Matisse et Braque, qui étaient finalement un peu joliets sur la côte du sud de la France. Mais la vraie différence qui me fait personnellement préférer l'expressionnisme allemand, qui me semble aller beaucoup plus loin dans la façon de revisiter l'histoire de l'art
et de donner des pistes à venir, c'est la critique sociale qui est dedans et qui fait que tout le monde sera blâmé par les conservateurs. J'ai oublié de vous dire que le Munch, qui les a beaucoup inspirés, lui sera très célèbre de son vivant, de 1892. Mais tous ces artistes vont être mis de côté pour ne pas nuire à la jeunesse allemande. Et souvent, dans leur grande majorité, au moment de l'arrivée du nazisme, mis de côté comme art dégénéré. Ce qui, du point de vue des critères qu'on imagine précisément nazis, pourrait se comprendre, une sorte d'exemple d'art classique fantasmé complètement, même si on va le voir avec Nold, des gens comme Goebbels vont être fans, donc il y aurait des distinctions à faire à l'intérieur du régime nazi dans la façon, chez les staliniens, même chose, dans la façon dont ils vont utiliser les artistes comme valeur nationale allemande et comment petit à petit le classique le classique convenu et cliché va revenir à l'ordre du jour, et comment justement il est intéressant de regarder ce jeu avec les clichés. La force de peinture comme celle-ci, de Kirchner, c'est cette force de simplicité de couleur, plus de noir, plus de mélange, on peint directement sur la toile, mais aussi en montant ce groupe Die Brücke, le pont, l'appui sur des livres, l'appui sur des expositions, et l'idée même que le groupe va créer une impulsion, c'est-à-dire que c'est en collectif que certains dessins de Kirchner vont être gravés par Haeckel. On peut à plusieurs s'influencer, se nourrir et faire avancer l'art, non plus dans une incarnation héroïque. C'est là où ils sont tellement différents du nazisme qui suivra. L'artiste n'est pas une sorte de grand héros ahuté qui va emmener l'art vers demain. Il est celui qui cherche, qui se confronte aux autres et qui utilise non plus l'imitation de la nature, mais une libération de la réalité. Voilà, alors Kirchner m'intéresse aussi parce qu'il va peindre la ville et en se confrontant à la ville, là le noir est revenu, il va s'intéresser au brouhaha de la ville, au rythme qu'on va retrouver dans les premiers films expressionnistes, avec cette idée de montage, collage, d'association de bruit dans tous les sens. Il va à Berlin dessiner ainsi et pas trop tard se suicider. Le rythme de la rue, le rythme de lumière, on voit ça dans le cinéma expressionnisme facilement. Et je l'avais montré un petit peu, mais c'est l'occasion encore plus de le regarder. Kirchner va s'entendre très bien avec Marie Wigman, danse expressionniste, qui danse de la sorcière 1914, danser au sol avec du percussif. Danser avec son visage. Ah, curieux, la danse, ça paraît pas forcément ça. Danser avec ses mains, on l'a vu que ça intéressait les modèles de Rodin. Et encore une peinture de Kirchner où je trouve assez intéressant qu'en regardant les chorégraphies de Marie Wigman, qui ne fait pas que des solos, qui s'intéresse aussi à l'idée de marche, d'avancée, mais de groupe aussi. Ce que je trouve intéressant, et de masque, vous le voyez ici sur le côté, ce qui est intéressant, c'est que Kirchner va pas du tout montrer ça de façon enjolivée, mais bien comme une espèce de jeu de formes, les unes par rapport aux autres. Ce que je trouve intéressant dans cet extrait de danse de Marie Wigman, comment les corps les uns par rapport. On imaginerait des somnambules, on imaginerait des figures presque clichés, elles aussi, de dormeurs. Mais c'est la façon dont on le retrouvera chez Pina Bausch, on le retrouvera chez Caroline Carlson, la façon dont les personnages, en faisant des vides et des pleins par leurs gestes, créent une espèce de groupe général. Voilà, chez Kirchner, la constitution d'un groupe va être tout aussi importante. Chez Haeckel, qui fait partie du même groupe, ce qui m'intéresse,
c'est d'aller loin, tout aussi loin que Munch sur cette façon de peindre la nature, de peindre les nus, les baigneurs dans les roseaux. On voit bien le type qui sort la quéquette à l'air un peu froid et qui est en train de marcher d'une façon pataude. Il n'y a pas de cadeau au nu et il y a quelque chose d'un peu joyeux aussi. C'est pas que une peinture qui est horrible, la peinture expressionniste, c'est pas avec une peinture noire. C'est pour ça que la distance que je voyais déjà et que je voulais montrer chez Munch par rapport au sujet, le jeu avec les types, c'est aussi ce qui se retrouve dans la peinture. Des expressionnistes allemands, voilà. Paysage, et pas seulement ce que nous disait Matisse de la plage rouge, il n'est pas seulement là pour faire tenir l'ensemble du tableau par sa couleur, qui est devenue très très libre, hein, très, très puissante, sans rapport avec la réalité, mais plus de soumission à la représentation, à ce qu'on voit, il n'y a plus de rapport avec ce qu'on voit, c'est les rapports de couleur à l'intérieur du tableau qui sont là pour créer un effet. Le vert à côté du rouge, surligné quelquefois, surligné avec des couleurs différentes. Il s'agit bien de voir ce que la peinture abstraite va prendre de là. Et j'aime aussi chez Haeckel qu'on trouve chez Nold juste après, la façon dont ils vont aller plus loin que Gauguin dans cette idée de nature lointaine. J'y vois, peut-être vous trouverez que j'exagère, mais il y a du Douanier Rousseau dans ça, c'est-à-dire une espèce de lointain, un petit bonhomme tout seul au loin qui qui retrouverait sa nature et qui en même temps la nature a l'air pas si commode que ça. Il y a un petit côté petite carte postale mignonne qu'on pourrait envoyer à un enfant et en même temps truc vraiment inquiétant, on voudrait savoir la suite. Les promeneurs au bord du lac, on est dans le même esprit que Marquet par la façon de simplifier les masses, d'avoir une espèce de perspective, on est de face sur le même trottoir que le promeneur, mais du dessus de l'eau et presque du dessous des branches qui commencent à avoir un air tentaculaire. Toujours la présence de la gravure, toujours une façon de peu dessiner à l'avance. Vous voyez à quel point l'espèce d'asperge triste que représente cet arbre devant les marais, comment la lecture est gênée un petit peu par les trains de bois qui se retrouvent être comme des reflets dans l'eau, et comment, cliché encore qu'on va retrouver dans le Blow Writer, comment des animaux qui étaient sortis de l'histoire de l'art, on les a quittés chez Géricault, chez Delacroix, un peu énergiques, furieux, et là ils redeviennent des sortes de petits bonhommes de jouets pour enfants, qui sont comme des figures avec comme des grandes tulipes derrière. Il ne s'agit pas de maladresse, il s'agit de retrouver quelque chose de simple pour que l'effet fonctionne. Femme allongée, en gravure. Otto Müller va aller plus loin encore dans ce que dit Blisten, un état édénique, une sorte de rêve, de monde rêvé. Otto Müller ne s'est pas du tout intéressé à la politique de son époque. Il a vécu comme il dit, intouché par l'agitation et l'effroi de son temps, parce qu'on est dans une période quand même un peu troublée. Et autre élément qui est passionnant, puisque on le voit ici également, cette simplicité qu'il va chercher dans les modèles qui ont l'air tout jeunes, dans une espèce de paradis lointain. Deux choses très importantes. Premièrement, il travaille sur une toile mate très absorbante avec des couleurs à l'eau qui fait qu'on va voir la trame partout, qui va donner encore moins d'effet d'éloignement. Quand vous avez des dégradés du foncé vers le clair, vous avez une sorte d'éloignement qui se fabrique. Là, on a quelque chose qui revient. La matière elle-même tend à aplatir l'image, puisqu'on a du mal sur une toile où il y a beaucoup de grains. Vous imaginez un pinceau un peu plein de mayonnaise. Si vous le passez sur une surface lisse comme une assiette, ça va très bien, mais si vous le passez sur une grande éponge, eh bien, tout va être absorbé et on aura du mal à tirer un trait jusqu'au bout. C'est ce qui se passe ici, même si votre pinceau est assez gras, vous aurez des éraflures continuelles. Il fait exprès, ça. Il fait exprès pour avoir quelque chose qui fasse hiéroglyphe égyptien, qui donne de la matité pour qu'il n'y ait presque pas de nuances. Ça, c'est une première chose, une façon de revenir à des choses simples, graphisme simple, dessin très simplifié, qui permet, juste par l'éloignement, la diminution d'avoir des choses. Les arbres qui sont ici sont aussi grands que ceux qui sont à l'arrière-plan. Et une chose qui est intéressante, puisque Otto Müller a des ascendances par sa mère tzigane, une façon justement de toucher cet ailleurs qui est le plus proche de nous, en faisant poser
des modèles bohémiens, des dessins qui sont merveilleux et des gravures. Tous ces gens-là, Schmidt-Rottluff, c'est passionnant aussi pour ça. Ça va pas plaire du tout. Hein, ça va pas plaire du tout. Et ce que j'aime dans cet autoportrait de 1910, c'est que c'est le trait qui est autour. C'est vraiment un truc de gros brutal. C'est peint vite fait, c'est pas bien rempli, c'est frottouillé comme un cochon, c'est empâté par endroits. Mais en même temps, voilà, je joue le prof exprès. Retournez, mon vieux, c'est pas la peine. Remplissez correctement, quoi. Si vous faites un trait, vous faites un cerne. Puis si vous faites un cerne, vous le faites proprement. Non, là, on dirait que son pinceau est en crin de poney et qu'il n'arrive pas à faire un trait correctement. Mais dans le même temps, c'est cette espèce de maladresse, on pourrait supposer, pour aller jusqu'au bout du jeu que je connaisse pas qui l'a fait. S'il y a un cerne ici qui vient séparer le col, mais que ce cerne s'arrête pour ne pas être confondu avec la barbiche, si le cerne est ici pour renforcer l'épaule, mais pas sur le cou à l'endroit où il y a la lumière, j'ai peut-être l'intuition que le type, il sait un peu ce qu'il veut. Et que si le cerne est très noir ici et qu'il devient rouge à l'endroit de la main, il veut quelque chose de moins présent, moins fort. Et donc, on a un peintre qui est pas si maladroit que ça, qui sait ce qu'il fait, en fait. La Maison Blanche et ce paysage qui est une merveille de simplicité. Merveille. C'est mal fait, mais c'est de la pure peinture. C'est ça que je peux dire. On pourrait penser qu'il y a un Sherlock Holmes dans le fond, qu'il y a des personnages, qu'il y a des pucerons géants, des boules, de la nourriture, des cœurs, on ne sait plus très bien, mais on voit une perspective qui suffit à suggérer l'éloignement, la profondeur, et qui donne la porte libre à la couleur. Le orangé qui vient se passer par-dessus le rouge qui est en dessous, un jeu avec les dessous, avec les dessus, qui permet de faire affleurer la couleur en dessous. Et on a quelque chose qui pourrait donc faire penser au fauvisme, mais qui par la puissance du travail de gravure, une gravure brutale, mais en même temps quelquefois suffisamment simple pour être parlante. Voilà, simplicité abstraite. On a encore une maison, là, des décochements, pouf, 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 on sent qu'il y a la maison. Pourtant, avec ce gros rond, est-ce que c'est une fenêtre? Est-ce que c'est la lune qui est devant? On a des éléments de repère qui se déstructurent pour nous déranger, jusqu'à avoir des choses d'une pointe qui viennent nous déranger encore plus, d'ailleurs. Des formes qui sont pas finies, c'est pas bien creusé. On est à la frontière de l'illisibilité. L'impulsion, la façon de travailler simple et encore une fois brutale est là pour déranger l'œil, pour le réveiller. Mais je crois que ce travail sur le cliché, justement, coïncide avec cette brutalité, parce que si je fais un petit Pierrot, si je fais un cheval, si je fais un chien, en fait, c'est une figure, si je peux prendre ce terme, en fait, voilà, c'est une figure qui est tellement reconnaissable que je peux la faire en rose avec des dents vertes et puis le déstructurer, le déchiqueter. Le spectateur reconnaîtra ce qui se passe. Je peux exagérer la déformation. Max Pechstein, toujours le même groupe de Dresde, plus pointilliste ou plus fauve, on pourrait dire. Mais voilà, quand il y a simplification des personnages et de la perspective surtout, cette façon d'aplatir l'image en ayant, vous voyez, on est au-dessus du chemin et en même temps, on est presque en dessous du chemin. La perspective a basculé. Pourquoi fait-il ça? Parce que ça gêne l'œil. L'œil n'arrive pas à creuser l'espace. Si votre œil se fixe sur le bonhomme, il n'arrive pas à éloigner les maisons. Et si votre œil se fixe sur les maisons et regarde le nuage, on a presque du mal à savoir par ce cerne qu'il a fait exprès d'ajouter. Le nuage vient devant et il n'est pas possible qu'il soit devant, il est derrière. Et ce qui s'accentue en plus de ce cerne, c'est que si vous effacez de votre main ce nuage, les petits nuages blancs derrière, voilà, ils marchent bien, ils vont dans le fond. Mais ils sont gênés par cette espèce de frotouillis sale qui vient ramener encore devant les éléments. Voilà, au bord du lac Max Pechstein, on a des difficultés à discerner, mais baladez-vous dans cette peinture. Ça me fait penser à Wozniak qui dessine dans le Canard aujourd'hui encore. On a une simplicité de graphisme qui fait que la femme nue assise vue du dessus a une ombre derrière elle qui m'a l'air tout à fait curieuse. Le rouge, la forme rouge ici
vient accompagner la cambrure du modèle et la façon de nous regarder, mais en même temps la déranger. Voilà, toujours ce plein air, cette façon de jouer avec la nature. La nature allemande a à voir, et ça vient du romantisme, a à voir avec l'humain et à la simplicité de l'humain. On n'est plus dans la psychologie, on est dans quelque chose, c'est pour ça qu'on pourrait dire âme. On n'est plus dans la représentation de quelque chose, il faut que ça vienne exprimer quelque chose pour toucher l'âme du spectateur aussi. C'est-à-dire être bouleversé par ce qu'on a devant nous. J'adore ce Penstein-là. C'est à la fois le graphisme, mais c'est gonflé. Faire des rayures comme ça pour faire juste la jeune fille, il y a juste un petit gigouillis pour faire les nattes, la tête est rouge, il peint rouge sur rouge, c'est très puissant. Il recerne le fond qui revient devant, et donc déjà on a un personnage qu'on n'a rien à foutre de l'arrière-plan, il est en train de se tenir devant nous, mais alors merveille de rigolade que c'est nu, quoi. Il arrive quand même à mettre 2 quéquettes rouges qui pendouillent avec des types qui marchent comme des patates. Et tout ça tient par la force de la couleur et par le fait qu'on est devant de la peinture. Là. On est dans de la peinture qui va plaire beaucoup à Basquiat, qui va plaire beaucoup à Baslitz, l'allemand aussi, qui va regarder cette façon de travailler puissante. Un petit aparté de douceur, vous connaissez sûrement peu Cugno Amiette, qui est un Suisse dans le groupe et qui fait des choses qui ont l'air beaucoup plus douces dans ce groupe. Cliché, femme à l'enfant. Et l'enfant, il est devenu une boule verte, pas plus, pas moins. Déformation. Mais on est sur une gamme de couleurs qui est plus proche du Blowwriter de l'autre groupe qu'on va voir juste après, un peu plus tardif. Mais qui fait penser au Gauguin et au Munch. On a du mal à voir chez Pechstein, chez Amiette les différents plans. J'oubliais de dire que le dit Broqueux, le pont, c'est Nietzsche, l'homme est un pont. En fait, l'homme n'est pas une chose en soi. L'homme est un lien, il y a une relation entre tout ça. C'est pour ça que je parlais de relation à propos des danseuses de Marie Wigman. C'est le lien entre chaque qui fait ça. Alors, le sommet, Nold, alors là, on est dans l'affreux, on est dans le brutal. J'ai emmené un élève qui dessinait au pinceau en poil de mollet de fourmi et voir la grande expo qui a eu lieu. Il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté. On est dans la raclure de palette, dans l'épaisseur. Voilà, on est mer d'automne. Après tout, c'est encore du Monet et de l'impressionnisme, mais le paysage, il est fâché là. On a des choses qui pourraient être aller au ozon, Turner. Mais Turner a une différence d'écriture qui fait qu'il y a des choses qui sont plus lointaines, plus frottées, blairotées, c'est-à-dire un pinceau souple qui vient effacer les traces de pinceau, qui vient les rendre un peu informelles. On ne voit plus la différence du passage de l'un à l'autre. Ici, tout est brutal, tout est fait directement et est accentué. La façon de tritouiller la pâte doit être compréhensible. On trouve ça aussi dans la peinture contemporaine, chez Peter Doig, mais dans la peinture allemande d'aujourd'hui. Voilà. Et chez Nold, en plus, un personnage tout à fait fascinant, puisqu'il va chercher lui aussi à la fois partir en Afrique sur une mission. Il va revenir extrêmement déçu. Il trouve que ce qu'il cherchait était cette sauvagerie qui avait intéressé Gauguin. Et il constate, alors c'est une double ambiguïté, il constate que finalement, les 10 sauvages sont déjà déformés par notre mauvaise société. Donc on pourrait penser qu'il a une conception qui est un peu plus distanciée des vertus de la colonie, qu'on nous vante encore un peu trop aujourd'hui. Par contre, il va revenir, et c'est toute l'ambiguïté tragique de ce Émile Nold, il va revenir et devenir, je vous le disais, très familier, aquarelle de Nold, travail de la couleur pure, très puissant, dans l'abstraction. Il va revenir à vouloir être le peintre officiel de la période nazie, beaucoup apprécié par Goebbels et ensuite mis à l'écart, exposé dans l'art dégénéré avec des toiles
brûlé. Et le même Nold, on ne peut pas faire meilleure figure de Félon, pardon, Félon, mais qui essaye encore jusqu'au dernier moment de vouloir être le peintre officiel de cette race rêvée qui n'existe pas. Et donc, une ambiguïté, quand je dis ambiguïté, il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que je viens de dire, justement, une ambiguïté dans la façon dont l'image vient nous saisir. Et par contre, l'impossibilité, sauf à juger l'art par la morale, l'impossibilité de ne pas dire que c'est un grand peintre. C'est de la peinture, c'est de la peinture, de la peinture, de la peinture. Et d'une grande puissance, d'un mi-parcours entre le rejet, c'est assez dégueulasse comment c'est peint. Hein. C'est assez repoussant et en même temps, gardez jusqu'au bout les blancs vraiment blancs, essayez, vous verrez quand on peint directement sur la toile, ça tourne vite au vinaigre. Gardez les contours qui permettent d'avoir un dessin un peu solide et en revenant par l'extérieur, en gardant quelques masses d'ombre ici pour avoir l'ensemble du visage dans la pénombre, puis ici un crochet pour détacher la nuque, c'est pas fastoche. Et puis toujours jeu avec les caricatures et avec les clichés, les masques, les trophées de tête coupés. La vie de Sainte Marie l'Égyptienne, on comprend assez bien pourquoi cet art-là a été complètement refusé et moqué, exposé dans cette expo de 37 de l'art dégénéré à côté de l'art des fous, des enfants. C'est ce qu'ils cherchent. Hein. Ils cherchent une brutalité simple, sauvage, puissante et immédiate. Voilà, retour de la danse que j'aime chez Nold. Et dans la danse autour des bougies, il y a du danger, mais le vrai danger, c'est pour notre œil, une fracture de l'œil quand on a du mal entre le orange, le rouge, le rose. La seule façon, si vous voulez vous habiller pour assortir tout ça, c'est d'aller dans une friperie hein, et d'avoir des bons conseils. Mais assortir orange, rose et rose, c'est assez dangereux, ça nous emmènerait loin, c'est brutal, brutal. Voilà, mettre des oranges, des jaunes, des blancs, des bleus, des formes de cheveux qui dansent en arrière-plan qu'on n'arrive plus à lire. Voilà, tout ça est simplifié, tout ça est devenu une espèce de figurine simple, très puissante, très efficace. Voilà, l'artiste qui a essayé pendant le Troisième Reich d'exister. Conclusion, découverte. Kokoschka, on va aller encore plus loin hein, dans mon dernier. Oskar Kokoschka qui est un pur génie. Alors là, on a quelqu'un qui joue avec quelque chose de malsain dans ce qu'il nous montre, mais vraiment malsain, c'est-à-dire, je vous ai promis paysage avec cheval, on est quand même loin du chromo, on est dans un truc complètement bizarre qui va plaire à Garouste, le peintre contemporain. Des portraits qui sont pas finis, qui sont frottés, mal écrits. Et c'est esquissé, il sait très bien dessiner, évidemment. Voilà, des choses qui deviennent des chromos, c'est-à-dire des petits roses et des petits orangés pour mettre la peau bien en relief, bien lissée, mais avec des petits bleus clairs de crépon ou de dragée. C'est horrible, horrible, et c'est ça qui est très fort, c'est que c'est très puissant. Voilà, il a une histoire invraisemblable avec Alma Mahler, qui est une femme importante dans tous les gens qu'elle va côtoyer, dans ce qu'elle va créer elle aussi. Ils vont avoir une aventure de 2-3 ans invraisemblable. Et donc, Kokoschka va avoir du mal à digérer ça. Il va se représenter avec elle. Un détail de jeu de matière, de mains imbriquées. On voit bien qu'il y a un léger problème. Les voilà encore représentés. Et vous n'allez pas en revenir, mais Oskar Kokoschka se fait quitter et il décide, il demande à une costumière de théâtre de lui fabriquer une poupée taille réelle qui représenterait sa maîtresse. Et là, voilà. Donc on a, je vous disais, hein, quelqu'un qui dérange, on ne fait pas semblant. On est dans un truc qui est bizarre, qui repousse l'œil, qui est attirant de matière. On pourrait penser à Pasquin sur des choses de la même période. Tout dans la peinture est là pour nous déranger. Femmes et enfants, et avec bébé, autoportrait, animaux, c'est quand même pas l'animal auquel on s'attend, et pourtant c'est d'une puissance de couleur. Ce sont des grands formats. Crabe, pas le sujet. Portrait, le voilà. Il faut reconnaître,
reconnaître. C'est du brutal. Je vous avais prévenu. Dernière chose avec Kokoschka, il écrit un drame qu'il fera connaître dès le début, des affiches auxquelles il participe. L'assassin espoir des femmes. Vous vous rendez compte du sujet, mis en musique par Indemis. Une musique bien troublante. Ma conclusion, la voilà, puisque je suis en train de déborder. C'est assez facile d'aller vite. Je parlerai du Blowwriter plus tard. Dans le cinéma expressionniste, on a tendance à séparer les deux, puisque le cinéma va arriver. On a des ombres qui sont peintes, voici des essais de décors de théâtre. Ben non, en fait, dans le film réel, les ombres seront vraiment peintes en vrai. On a des figures au sol qui montrent l'éclairage d'une lampe, et on aura la même chose. Voilà, le savant fou, le rêve, le vagabond. Vous voyez, les ombres, elles sont peintes sur le sol et les murs sont inclinés avec des peintures inclinées. Donc, tous les clichés qui ont l'air de ressembler à ça seront multipliés dans le cabinet du docteur Caligari.